Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis souvent traité d'arabe de service sur les réseaux sociaux, toujours par les mêmes, c'est toujours la même catégorie de personnes, souvent issues de la diversité et qui ne comprennent pas que tu ne penses pas comme eux. Je dis souvent issues de la diversité parce que j'ai un doute, parce que ce sont des gens qui n'ont pas le courage de leurs idées, ils sont couverts de pseudo, donc bon, donc ils écrivent Momo, je ne sais pas quoi, j'imagine que, mais je n'ai pas les preuves. Bon, ce sont des êtres humains, ça j'en suis sûr. Ils sont très humains, c'est ça le problème. D'où une certaine jalousie. Un robot ne ressent pas la jalousie. Un robot ne ressent pas la haine. Donc là, je sais que ce sont des êtres humains. À quoi ils ressemblent, ça, je ne peux pas l'assurer. Je voudrais bien essayer de réfléchir à ce que signifie cette insulte-là, l'arabe de service. Bon, tout d'abord, si je voulais me faire accepter par la France telle qu'elle est aujourd'hui, je passerai ma vie à lui cracher dessus. La France ne fait que récompenser les gens de la diversité qui lui crachent dessus. Pas la peine de citer des noms, mais dès que tu lui dis qu'elle a été esclavagiste, colonialiste, fasciste, pétainiste, dès que tu lui rappelles qu'elle a été raciste, eh bien tu es invité sur France Inter et France Télévisions. Si je voulais me faire inviter par Ruquier, j'aurais dû faire un livre sur les crimes du colonialisme français. J'aurais pas dû faire un livre qui est actuellement chez l'éditeur en évaluation, j'aurais pas dû faire un livre sur une contre-histoire de la colonisation française, où j'essaie de trouver la vérité. Si je voulais me faire inviter sur France Culture ou sur BFM TV, j'aurais dû cracher sur Zemmour et me dire, exprimer mon traumatisme colonial, émotionnel par les mots de Zemmour. J'aurais dû aller chez Hanouna pour dire oui, Zemmour m'a mis dans le même sac qu'une racaille, je me sens stigmatisé, je ne me sens pas en sécurité émotionnelle. Non. Je ne le fais pas parce que je ne le pense pas, et puis mes parents m'ont appris à me tenir debout, pas aller exposer mes émotions. Je n'ai pas besoin de paternalisme, moi j'ai un seul père. C'est bon. Je n'ai pas besoin d'un père qui s'appelle l'État français, ou France Télévisions, ou SOS Racisme, ou je ne sais quelle organisation. Très bien. Donc, être arabe de service aujourd'hui, c'est être humoriste et cracher sur la France. C'est être joueur de football, être ami de Macron. C'est être, je ne sais pas moi, rappeur et appeler à la mort des Blancs. C'est ça l'arabe de service. C'est être un rappeur rempli de porteur de 2 kilos d'or et de diamants, être ridicule, être une caricature de l'arabe d'ailleurs, ou de l'africain, et cracher sur la France et fréquenter le palais de l'Élysée. Ça, ou être financé par la fête de la musique. Là, pour le coup, là, tu es l'arabe de service, ou l'africain de service. Là, tu fais ce que le blanc aime, parce qu'aujourd'hui, le français, il veut qu'on lui crache dessus. Nous sommes dans un moment sadien, du marquis de Sade. Tu es dans une espèce de club échangiste, où tu as, comme disait chez Yves Saint Laurent, le petit manège, chez Yves Saint Laurent et Pierre Berger. C'est le petit manège. Donc aujourd'hui, la France paye une certaine diversité, pas toute, une certaine, pour lui cravacher les fesses. Alors moi, nous sommes nombreux à avoir des principes et à ne pas nous vendre pour ça. D'accord? Je ne suis pas le seul. Il y a des gens mieux que moi dans cette diversité qui font un boulot beaucoup mieux que le mien. Ce n'est pas un problème d'ego ici. Donc ça, le premier point. Donc les arabes de service ne sont pas de mon côté, ils sont plutôt de votre côté. Très bien. Deuxième chose, cette histoire d'arabe de service, ça dénote d'une mentalité profondément maghrébine qui est celle du larbin. Attention, écoutez-moi bien. Nous venons du Maghreb, d'une société tribale, barre de fraction féodale. Tribale, oui, féodale, c'est pas féodal au sens français du terme, c'est pas le duc de Bourgogne ou la marquise de Plessis, je sais pas quoi, non. C'est féodal au sens de grands chefs tribaux qui ont créé une noblesse guerrière, qui ont un grand pouvoir de vie et de mort sur toi et qui ont renoncé à te faire du mal. Le Glaoui, le Iyadi du Maroc, l'émir Abdelkader, ce sont des chefs tribaux qui auraient pu te couper, ils auraient pu couper la tête à des millions de Maghrébins. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient la noblesse d'âme, soit par la religion, soit par leur sang noble. Parce que de génération en génération, on peut améliorer une lignée, du point de vue du tempérament, des valeurs. Donc, quand je dis la féodalité chez nous, la noblesse, ce n'est pas une noblesse du sang bleu ou les croisades, non, c'est une noblesse, ou des fiefs, non, c'est une noblesse ou des particules. C'est pas,
C'est une noblesse c'est l'homme qui s'empêche. Chez nous, l'homme qui s'empêche, c'est vraiment le type qui est arrivé au sommet de la pyramide agroalimentaire. C'est le lion. C'est le lion, c'est le glaoui, c'est tout ça qui disent non, ben, je vais te donner de l'hospitalité. C'est pour ça que nous sommes très bons dans l'hospitalité au Maghreb, parce que c'est un symbole pour nous de noblesse. C'est je te donne ce que j'ai, je ne prends pas ce que tu as. Pauvre voyageur, je pourrais te rasier, te tuer. Il y a l'impunité. Mais je ne le fais pas et je te traite bien, mieux que mes fils. Et je te reçois bien, je te laisse libre chemin. Voilà, c'est une autre culture, hein. Elle est magnifique par plusieurs aspects. Dans cette culture-là, il y a deux places. Il y a le larbin et il y a le seigneur. C'est ça que j'ai dit une culture de larbin, c'est pas, je ne traite pas tout le monde de larbin, je dis que la colonne vertébrale de notre culture, de nos mentalités, hein, je ne parle pas de notre poésie, non, non, quand je dis culture, c'est notre mentalité, de nos mœurs, de nos valeurs, c'est cette domination. Soit tu es en bas de l'échelle, tu baises la main, ou tu fais de l'hypocrisie, c'est le Corbeau, hein, de La Fontaine, soit tu es seigneur. Ça nous accompagne depuis toujours. Donc on peut faire la démocratie, les élections, avoir des iPhones, des Mercedes, des BMW, faire des zones franches, avoir du pétrole, avoir du gaz, avoir des jets privés ou pas. Nous avons ça. Ça met du temps à changer. C'est en train de changer peut-être, mais ça met du temps. Parce que c'est des choses invisibles, c'est l'inconscient collectif. Je ne vous apprends rien. Chez une certaine diaspora maghrébine de France, cette transformation-là n'a pas eu lieu, cette évolution n'a pas eu lieu. Ils sont toujours, une petite gêne ici, ils sont toujours dans la, j'ai reçu un message, ils sont toujours dans cette logique de la domination. Soit tu es un seigneur, soit tu es un larbin. Et donc, pour eux, un arabe ne pense pas par lui-même pour eux. Il a toujours un maître. Soit son maître s'appelle Zemmour, Pécresse, Macron, soit son maître s'appelle le sultan de je ne sais pas quoi, le président de je ne sais pas quoi, le FLN, Daesh ou je ne sais quoi. Et moi, je leur dis, les gars, très modestement, vous n'êtes plus au bled. Bonne nouvelle, vous n'êtes plus au bled. Vous n'êtes plus obligé de vous situer par rapport à une chaîne alimentaire. Vous n'êtes plus dans une savane où vous risquez d'être mangé. Vous n'êtes ni une gazelle ni un lion. Vous êtes un être humain. C'est ça la République française. C'est ça les Lumières. C'est ça l'Occident. Tu es un individu. Tu n'es ni un maître ni un esclave. D'ailleurs, certains, ils l'ont compris, mais ils l'ont mal compris. Comme ils ne sont plus esclaves, ils se comportent comme un mauvais maître. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'affranchi. Comme je ne suis plus obligé de baiser les mains ou de flatter mon maître pour avoir quelques miettes, comme on fait chez moi au Maghreb, eh bien, je me comporte comme un arriviste, comme un affranchi, comme un... Eh bien, c'est l'histoire des mauvais regards. Pourquoi il y a les mauvais regards dans le métro ou dans la rue? Ce sont des gens qui ont des syndromes d'affranchi. Voilà. Comme il ne croit pas encore ses yeux, qu'il n'est plus obligé de baiser la main de personne, de manger dans la main de personne, eh bien, il distribue les coups de poing. Il n'a pas encore compris qu'on n'est plus dans une logique comme ça, binaire. On est dans une logique d'égalité. Lui, il se rattrape. Parce que, c'est pas qu'il se rattrape, c'est qu'il ne comprend que dominer, dominant. Comme il n'est pas dominé, alors il est dominant. Alors il va dominer le français de souche, bien élevé par ses parents, pacifiés. Alors il va casser la gueule du petit blanc dans le métro, voilà. Il peut aussi casser la gueule du maghrébin, hein, c'est une question de... Mais vous m'avez compris, cette espèce c'est des gens qui sont tellement vides de l'intérieur, tellement pauvres de l'intérieur, qui ne sont des prédateurs du dimanche. Bon, le prédateur du dimanche tue les gens. Le jeune Timothée qui a été égorgé dans une gare routière près de Lyon, le jeune marin qui a été... Bon, il a eu le crâne fracassé, le reporter d'image à Reims qui a eu le crâne fracassé, et les femmes violées dans les métros, les RER, même le Bataclan, c'est ça. Moi, je ne les ai pas connus, ces pauvres types qui ont fait ça. Mais certainement, il y a de ça, il y a cette espèce pas de fatalisme, de paresse. Espèce de paresse. Ils ne veulent pas comprendre que la vie est en 3D. J'ai envie de leur dire, non seulement vous n'êtes pas au bled, vous êtes dans un pays libre, la France, l'Occident, en plus la vie est belle. Elle est en 3D, elle est en 4D la vie, elle n'est pas en 2D. Il n'y a pas que l'esclave et le maître. Vous pouvez être autre chose.
Vous pouvez vous aventurer à vivre l'empathie, à faire l'expérience de l'amour, le vrai, à faire l'expérience de la curiosité, à faire l'expérience de l'abandon de soi, à faire l'expérience de la spiritualité. Souvent, on te dit, oui, je suis musulman, je ne sais pas quoi. Non, mais quel islam tu vis? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la confiance en Dieu qui te dit prends soin de ton prochain? Ou est-ce que c'est juste un moyen d'embêter, comme dirait M. Macron, d'emmerder les Français en disant voilà, regardez, moi je suis musulman, je vous emmerde. Chez vous. Non. J'ai une bonne nouvelle, les mecs. Vous n'êtes plus obligés de vivre cette vie qui nous a été imposée par des millénaires, des siècles d'oppression dans nos pays, par les tribus, les féodaux, comme je l'ai expliqué, tout ça. Vous êtes dans un pays, la France, qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, est un pays libre et développé. Il l'est moins. Il vous appartient peut-être de le sauver. Soyez utiles, rendons-nous utiles. Donc voilà ce que je voulais dire. Quand je vous dis que l'immigration est un défi, parce que tu as Libération qui dit l'immigration est une chance pour la France. Ah bon? Comme dirait Zemmour, ben voyons. L'immigration est un défi pour la France parce que tu vois ce que tu mets sur le sol de France. Tu as cette mentalité-là, et ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est ce que je reprends à la droite. La droite ne voit que l'islam. Ça, c'est pas l'islam. C'est plus fort que l'islam. L'islam n'est pas assez puissant pour casser cette roche dure, Black Rock, cette roche noire. Black Rock d'ailleurs, bon, Roche Noire à Casablanca, c'est un quartier où il y a eu la première centrale thermique du Maroc, faite par la France. Grande puissance coloniale, méchante puissance coloniale, dans les années 1918-1920. Et Black Rock, le fonds d'investissement américain. Bon, peu importe. Cette roche noire qui ne veut pas être cassée, même l'islam n'arrive pas à la détruire, c'est la mentalité. Eh bien, il faut qu'on arrive à les gens l'amènent avec eux, c'est comme une valise. Je l'ai écrit à un moment. Les frontières ne sont pas traversées que par des êtres humains et des valises, elles sont traversées par des mentalités. Tu imagines, tu as un bagage invisible qui te courbe les chevilles, c'est ta mentalité. Bon, ça se soigne, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est très douloureux de changer. Donc voilà le défi de l'immigration, c'est ce choc des mentalités. Là, on ne parle pas du voile ou du ramadan, ou des prières collectives. Là, on ne parle pas de salafisme, on parle de quelque chose de plus important. C'est la posture face à la vie. C'est les relations interpersonnelles. Parce que même ce type-là, si tu l'obliges à devenir athée, je ne le conseille pas, ou tu l'obliges à devenir chrétien, catholique, tu le mets dans un séminaire, tu l'enfermes avec bon, s'il y a encore des séminaires en France, je ne sais pas. Tu le mets dans un séminaire, tu l'enfermes, tu en fais un prêtre, il réfléchira comme ça. Même s'il te dit Jésus, Marie, Saint-Esprit. Voilà. J'espère avoir été utile et j'espère n'avoir choqué personne. Ce syndrome-là du larbin dont je parle, moi-même, j'en souffre certainement. Donc, mais pour évoluer, il faut penser contre soi. Si tu ne penses pas contre toi, tu n'évolueras jamais. Qu'est-ce que d'ailleurs la conversion à n'importe quelle religion? Si tu dis toi-même, ce que je crois n'est pas bon, ou pas suffisamment bon, donc je me convertis à l'islam, au catholicisme, au protestantisme. Donc, en bon musulman, tu devrais, cher ami, si tu m'écoutes et tu n'aimes pas, si ces mots-là te choquent, pose-toi la question, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une conversion? C'est penser contre soi, pour s'élever au-dessus de soi-même. Sinon, si l'humanité ne pensait pas contre elle-même, nous serions encore à l'âge de la caverne en train de taper le silex. C'est parce qu'on s'est remis en cause que nous avons évolué. Merci, à demain.